Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors que certains établissements scolaires renouent avec la mixité dans les sanitaires, nous nous poserons la question évidente de l'intimité, mais aussi celle de la sécurité de nos élèves. En deuxième partie d'émission, on vous présentera Révéléo, un programme qui aide les enfants à prendre confiance en eux et développer tout leur potentiel. On reçoit les cofondatrices de cette méthode sur ce plateau. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants. Et cette semaine, nous les avons interrogés sur leur représentation de l'espace. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Loïc Landreau. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, le principal du collège de la jeune Lindsay sort du silence. Il est mis en cause depuis plus d'un mois pour son inaction présumée face au harcèlement qui a poussé Lindsay au suicide. Hier soir, son avocat était l'invité de CNews et il a contesté les accusations des parents de la jeune femme qui affirment n'avoir jamais été entendus ni reçus par le principal. Selon lui, la maman de Lindsay a bien été convoquée dès le mois de février pour évoquer les faits, mais elle ne se serait pas rendue au rendez-vous. Il précise également que quelques jours avant le drame, une commission éducative avait été organisée pour évoquer la baisse des notes ainsi que les retards de plus en plus fréquents de l'INSEE liés évidemment au harcèlement. L'avocat conclut en affirmant qu'aujourd'hui, 30% des enseignants et du personnel éducatif ne se rendent pas au collège après avoir été menacés de mort. Le principal a d'ailleurs déposé 4 plaintes pour menaces et outrage à agents publics. Direction Nice maintenant, où les syndicats dénoncent une instrumentalisation des prières musulmanes organisées par des élèves dans 3 écoles publiques. Mercredi sur BFM Côte d'Azur, la grand-mère d'un de ses enfants a d'abord évoqué, je cite, un jeu en déplorant l'ampleur que prend cette affaire. Et hier soir, donc toujours sur BFM Côte d'Azur, la FCPE et CGT Éducation ont effectivement évoqué une instrumentalisation des enfants par les politiques. Ils affirment que ces prières ont été immédiatement stoppées par les surveillants et gérées avec calme, discernement et pédagogie en tenant compte de l'âge des enfants. La rectrice de son côté précise qu'il s'agit bien de cas isolés et tous regrettent la polémique nationale qui a été provoquée ainsi que le tourbillon médiatique dans lequel ces enfants, leurs parents et les enseignants ont été emportés. Et sur ce sujet sensible, justement, 77% des Français se disent contre le port de tenues traditionnelles dans les établissements publics. C'est un sondage IFOP réalisé pour Sud Radio. La question était la suivante. Seriez-vous favorable ou opposé à ce qu'à l'avenir, l'institution scolaire autorise les élèves des collèges et des lycées publics à porter des vêtements traditionnels larges comme les abayas ou les camis et djellabas. Donc, 77% des personnes interrogées sont opposées à cette autorisation. 57% y sont tout à fait opposés et 23% ont exprimé leur soutien à cette pratique. Un mot de transition écologique maintenant. Ce matin, Pape Ndiaye a affirmé vouloir renforcer l'éducation au développement durable dans les écoles, collèges et lycées. Et c'est une initiative qui fait suite à l'annonce d'Elisabeth Borne mercredi. La Première ministre souhaite mettre en place une certification de savoir vert, c'est-à-dire en fait une évaluation en 4e ou en 3e sur les connaissances et les actions des élèves en termes d'écologie. Et ce matin, donc, le ministre de l'Éducation a rendu public 20 mesures concrètes pour la rentrée prochaine ainsi que les suivantes. Alors parmi elles, la mise en place d'un fonds d'innovation pédagogique doté de 500 millions d'euros pour soutenir les projets d'éducation au développement durable, la découverte des métiers liés à l'écologie dans le cadre du renforcement des stages en entreprise et puis l'intégration des enjeux autour de la transition écologique au sein de l'enseignement de technologie d'un côté et au sein de l'enseignement moral et civique dès la rentrée 2024. Et sur ce sujet d'ailleurs, Julien Bayou était l'invité de Sud Radio ce matin. Julien Bayou, c'est ce député Europe Écologie Les Verts. Il a salué l'initiative, mais pour lui, l'école et les enfants sont déjà dans ce mouvement vertueux. Si j'étais taquin, je dirais que quelque part c'est plutôt le gouvernement qu'on doit éduquer ou sensibiliser à l'environnement, parce que moi je fais de temps en temps des petites interventions dans les collèges, dans les lycées, puis on reçoit des classes à l'Assemblée. On voit bien qu'il y a une jeunesse qui est très affûtée finalement sur la question du bien-être animal, sur la question de la sauvegarde des espèces, sur la question du climat, des enfants aussi malheureusement qui ont eu leur lot de bronchiolite et d'asthme, qui donc sont sensibilisés à la pollution par exemple, qui voient bien le lien entre la pollution, le climat.
Et vous trouverez le détail de ces 20 mesures évidemment sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Et on termine avec cette grande campagne de communication autour du métier d'enseignant avec des stars très mobilisées. Et oui, depuis une semaine, on en a déjà parlé ici même, le ministère a lancé la diffusion massive de plusieurs clips vidéo pour faire naître des vocations. Et dans celui qui a été publié il y a quelques jours, différentes personnalités ont évoqué le professeur qui a changé leur vie. Regardez. Celui qui a été déterminant dans ma vie, c'était mon professeur de philosophie en terminale. Il s'appelait Monsieur Béjaï. Il y a un professeur qui a complètement marqué ma vie. C'est Monsieur Ray, c'était mon professeur d'économie, j'étais en première. Il y a quelqu'un qui s'appelle José Blanc, qui est un professeur de littérature, enfin de français, qui d'un seul coup a changé ma vie. Ma maîtresse de CP, Marlène Gonneau, qui a changé ma vie. D'abord parce que je la trouve très belle, tout de suite je suis amoureuse d'elle, je suis en émerveillement devant cette maîtresse. La professeure qui a été déterminante dans ma scolarité, ça a été Madame Jamelot, qui était ma directrice d'école. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Rode, mon enseignante de CE2, qui m'a permis de révéler en moi mon potentiel. Rouchka Tepavac, c'était une prof qui était remplaçante en CE2. Tous les soirs, elle nous lisait 3 ou 4 pages d'un roman. Et ça nous avait marqué, c'était comme un feuilleton en fait. Ça m'a peut-être aussi donné envie de raconter des histoires. C'est lui qui nous a éclairés, qui nous a appris à comprendre les textes, qui m'a montré que c'était tout à fait facile de rentrer et passionnant. Merci Loïc. Alors que certains établissements scolaires expérimentent les toilettes mixtes, et bien justement on va parler sanitaire, intimité, sécurité à l'école avec nos invités. C'est tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'être avec Isabelle Béraille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice à la FCPE Paris. Et également Edith Maroueljous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous par Skype. Vous êtes sociologue. On vous avait déjà reçu sur ce plateau pour parler de ce sujet, qui est un sujet très important, de parler des sanitaires, des toilettes chez les enfants, peu importe l'âge d'ailleurs, primaire, collège et lycée. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Le 14 juin dernier, donc il y a très peu de temps, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis a expérimenté les toilettes mixtes dans les collèges, en l'occurrence le collège Albert Camus de Rosny-sous-Bois. Et forcément, la nouvelle a fait débat, voire même polémique, on lisait partout sur Internet. Qu'est-ce qui pose problème exactement, Isabelle Béraille ? Je crois que c'est surtout une question d'habitude et d'idées un peu arrêtées sur la question de l'intimité des filles par rapport aux garçons. Mais une fois qu'on a dépassé ça et qu'on a discuté de façon posée avec les familles et les élèves surtout, c'est plutôt une bonne solution. Vous pensez aussi que c'est une question d'époque, Edith Maroueljous ? Non, je pense que c'est une question de pertinence. Dans quel sens ? C'est-à-dire que je pense qu'on a instauré les toilettes non mixtes sans penser que ça avait aussi un signifiant sociétal et que ça posait aussi des problématiques sur la relation filles-garçons, mais pas uniquement. Dans les blocs sanitaires, les garçons entre eux et les filles entre elles, les problèmes demeuraient. 8 enfants sur 10 se retiennent d'aller aux toilettes, quel que soit le niveau scolaire d'ailleurs. Nous, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur un programme national qui s'appelle « À nous les toilettes ». J'ai énormément fait de sondages, énormément de terrain. Et la non-mixité masquait des réels problèmes en fait aux toilettes, qui étaient notamment ce besoin d'intimité qui n'était pas respecté avec la non-mixité, que ça soit du côté des filles ou du côté des garçons, en particulier sur la question des urinoirs, qui sont absolument pas un équipement qui garantit la pudeur des garçons entre eux. Et puis la question de l'impunité. Les blocs étaient mal construits et sous couvert de la non-mixité, on n'avait pas prévu une surveillance facile. Énormément d'informations que vous venez de donner, effectivement, Edith Maroueljous, à l'instant, parce que plusieurs sujets qui se posent lorsqu'on parle effectivement de toilettes à l'école, l'hygiène, l'intimité, la sécurité, et puis la question du genre aussi qu'on va aborder et qui se pose aujourd'hui évidemment à l'école. Revenons sur ces principes-là et plusieurs points. Effectivement, le premier dont vous parliez, 8 enfants sur 10 qui se retiennent d'aller aux toilettes, c'est pas forcément lié toujours aussi au problème de la non-mixité, c'est aussi un problème par rapport tout simplement à l'intimité qu'on a chez soi et l'intimité dans un établissement scolaire aussi, peut-être, Edith. Oui, mais on peut garantir l'intimité dans un bloc sanitaire. Ce qui se passait, c'est que l'expérience d'aller aux toilettes restait pour les enfants une expérience indigne, d'ailleurs que je pense peu d'adultes supporteraient. C'était aussi des équipements ou des espaces, en tout cas, qui n'étaient pas forcément
pensé, ni au niveau architectural, mais ni au niveau comme lieu finalement de la quotidienneté des enfants ou des élèves, ce qui fait qu'il a fallu se pencher sur la copie des toilettes. Et puis ça restait les toilettes, quoi. C'est-à-dire, oui, bon, les toilettes c'est pas important, mais c'est extrêmement important. Hein. Ça induit aussi une charge mentale, ça induit des problématiques en termes de santé, mais aussi des problématiques en termes d'apprentissage. Hein. Se retenir d'aller aux toilettes, c'est des stratégies, c'est compliqué, quoi. Hein. Quand vous parlez au passé, à l'imparfait, c'est parce que vous êtes effectivement en train d'étudier le problème et de pousser effectivement pour que ça change. Or, ça devient un peu compliqué parce qu'on voit bien que ça ne change pas dans beaucoup d'établissements. Pour l'instant, la situation reste figée. Le problème, c'est le problème de propreté. Pourquoi on rencontre souvent des problèmes de propreté à l'école, Isabelle Berraille? Il y a plein d'éléments pour répondre à votre question. Je rajouterais peut-être aussi sur la question de pourquoi les élèves se retiennent d'y aller, une vraie problématique bête mais réelle de gestion du papier toilette. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'établissements dans lesquels le papier toilette n'est pas à disposition dans le bloc sanitaire lui-même pour simplement éviter que les enfants jouent avec. Mais ça va très loin. Hein. Il y a des établissements dans lesquels le papier toilette est à disposition à l'extérieur des blocs sanitaires, donc au niveau des lavabos. Mais il y a parfois des établissements dans lesquels il est nécessaire d'aller voir les surveillants ou le CPE pour demander du papier toilette pour pouvoir ensuite aller aux toilettes. Dans ces conditions, vous imaginez bien que les élèves, ils vont pas juste... parce que c'est quand même pas très agréable de devoir demander du papier toilette pour pouvoir aller aux toilettes. Et puis après, il y a effectivement le fait que les toilettes, historiquement, de la maternelle jusqu'au lycée, sont des endroits qu'on a sous-investis. Ça veut dire que on est sur de la faïencerie, il n'y a pas de lunettes, c'est souvent pas très propre, c'est mal entretenu. Et donc, mais pourquoi mal entretenu? Je vous le dis, c'est une question de budget aussi? Oui, c'est pas prioritaire. À partir du moment où il y a, un trou, de l'eau et une chasse d'eau, ça fait le job. Alors que ça devrait être un endroit justement où l'élève peut, y compris souffler 2 minutes et avoir de l'intimité, y compris des portes pleine hauteur, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui, pour ne pas risquer d'avoir des ennuis et quand il veut s'isoler pour être aux toilettes. Encore plus évidemment si on est sur un modèle mixte. On va en parler. Hein. Justement, je voudrais pas qu'on confonde tous les sujets, même bien qu'ils soient tous liés, évidemment. Mais sur le problème précis qui est la propreté, l'hygiène, en fait. C'est vrai qu'on se pose cette question toujours du budget qui est soit inexistant, soit trop faible pour effectivement maintenir la propreté dans les sanitaires des établissements. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils risquent, Edith Marouet-Juls, au niveau, je parle bien sûr, de l'hygiène. On peut imaginer aussi plein de problèmes de maladies liées à ce manque d'hygiène. Oui, alors après, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas docteur, mais en tout cas, c'est sûr que dans les études qu'on a menées, on a bien vu que les retours d'ailleurs des médecins sur ces questions-là, c'est la question de la cystite. Le fait de se retenir, par exemple, et je rappelle aussi que les cystites, c'est aussi le fait des garçons. Ce n'est pas qu'un problème de filles, la cystite. Le fait de se retenir de faire pipi, d'aller aux toilettes, ça pose des problèmes évidemment structurels, médicaux. Ça pose aussi des problèmes plus tard en termes de... de fonctionnement structurel des organes. En tout cas, c'est pas mon champ, moi, la santé, mais il y a un impact santé qui est très important, mais il y a un impact santé psychologique aussi, encore une fois, le fait que ça soit quelque chose qui est préoccupant, ou par exemple, moi j'ai entendu des témoignages d'enfants qui s'empêchent, par exemple, de boire à la cantine pour pas avoir envie de faire pipi, ou d'autres qui justement ne vont pas boire dans le bloc sanitaire parce qu'ils ont peur d'y entrer, tout simplement. Voilà. Je reviens sur cette information du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, mais il y en a d'autres qui l'ont fait aussi, dans le Var, en Gironde et autres. C'est donc la non-mixité des sanitaires. L'argument exposé, c'est de dire qu'on peut espérer des toilettes plus propres, justement, en tentant la non-mixité, car il se dirait, c'est un énorme stéréotype, moi je rapporte les propos, qu'un vieux poncif, que de penser que les garçons seraient moins propres que les filles. Est-ce vrai ou pas, Edith Marouet-Juls?
Alors non, c'est surtout la construction. Ce qui est très important de mesurer comme enjeu, c'est que la séparation des corps physiques crée aussi la séparation des corps sociaux, hein, et crée le fantasme sur le corps social de l'autre. Donc les filles, ça s'allie avec leurs règles, et les garçons, ça s'allie en faisant pipi à côté de la cuvette. Je rappelle quand même que l'éducation aussi au corps de l'autre, hein, au respect du corps de l'autre, ça passe aussi par les sanitaires, que chez nous, on a un espace privé qu'on partage. Donc c'est aussi un apprentissage éducatif, ça a une valeur. Et plus que la question de la propreté, c'est aussi la question de la sécurité, la question du harcèlement aussi, hein, qui se pose dans les blocs sanitaires, et que la distinction filles-garçons a masqué finalement quelque chose qui est plus pertinent pour les enfants quand ils en parlent, ou les jeunes, c'est la question de l'âge. En fait, on a aussi souvent peur d'aller aux toilettes parce qu'on a peur des grands ou des grandes. Et ça dépend pas on n'a pas peur. Quand on est une petite fille, qu'on a peur d'aller aux toilettes des filles, c'est pas parce qu'il y a des garçons. Vous comprenez bien ça. Et inversement, voilà. Donc la non-mixité, c'est comme si ça réglait tous les problèmes finalement de harcèlement possible, potentiel, ce qui est objectivement complètement faux aujourd'hui. L'expérience faite justement en Gironde, qui a été donc d'expérimenter la non-mixité dans les sanitaires, c'était il y a 2 ans, mais avec toutefois une séparation dont vous parliez effectivement, Edith, en fonction des classes d'âge. Est-ce que c'est une solution ou pas, Isabelle Berrail? C'est sûr que la question de comment est-ce qu'on peut apporter je ne sais pas s'il faut parler de sécurité, ou en tout cas de confiance pour les enfants d'aller aux toilettes sans avoir peur d'être ennuyés. Alors, est-ce que par des plus grands, effectivement, c'est rarement des plus petits qui en mettent les plus grands, mais effectivement cette question, elle se pose dans la peur que les enfants peuvent avoir d'aller aux toilettes pendant la journée, et il est vrai que c'est un endroit qui est par principe pas surveillé par les adultes, y compris à cause du phénomène d'urinoir, c'est-à-dire que les adultes ne peuvent pas rentrer dans un espace où ils pourraient se retrouver face à des enfants déculottés. Et donc il y a un défaut de surveillance, c'est une espèce de zone de non-droit, les toilettes aujourd'hui. Et donc il y a une vraie difficulté à ça. À l'inverse, quelle est la solution? On ne peut pas non plus imaginer avoir un surveillant dans toutes les toilettes en permanence tout le temps, ce serait agréable pour personne non plus, mais c'est sûr que du coup, imaginer à la fois une mixité et à la fois peut-être un respect. Alors, est-ce que c'est par classe d'âge ou quoi? C'est sûr qu'il y a une idée claire de sécuriser les enfants quand ils vont aux toilettes. On va en parler, hein, cette histoire de sécurité, parce que c'est évidemment un des problèmes majeurs qui est l'intimité qui se pose lorsqu'on parle des sanitaires. Mais j'aimerais juste sectionner pour bien qu'on comprenne, voilà, qu'on finisse sur cette histoire sur cette question importante qu'est l'hygiène par rapport aux classes d'âge. L'école en bas de la maison, l'école Saint-Roch, pour ne pas la citer, par exemple, c'est une école primaire, emmène les petites filles ensemble d'abord, pendant la première pause, puis les petits garçons après, et inversement. Est-ce que c'est une solution aussi ? Alors pas tout à fait, parce que ça oblige les petites filles en question à forcément avoir envie de faire pipi à la première pause, et elles n'ont plus le droit d'avoir envie de faire pipi après, et vice versa pour les petits garçons. Donc c'est une vraie difficulté, cette gestion du temps pour l'accès aux toilettes, et qui fait que les enfants ont absolument besoin de se retenir le reste du temps parce qu'ils n'ont pas accès aux toilettes. Donc cette organisation un peu militaire de c'est maintenant que tu dois avoir envie de faire pipi, ça reste compliqué à gérer pour les enfants, et c'est à la fois sur c'est maintenant et à la fois le reste du temps c'est non, et donc la difficulté elle est sur le fait plutôt de normaliser cet accès aux toilettes un peu tout au long de la journée, mais en laissant les enfants sereins pour y aller, y compris en dehors de cette organisation trop forte. Ce qui est une vraie problématique pour les professeurs, hein, pour les instituteurs, il faut le rappeler quand même, parce que c'est pas facile pour eux à gérer. On parlait donc de classe d'âge, et donc forcément quand on avance en âge, il y a le corps qui change, il y a aussi les règles qui arrivent par exemple pour les filles. Vous parlez d'intimité, Edith Marie-Jules. Comment est-ce que c'est gérable cette intimité à partager du coup dans les écoles dont on fait la non-mixité au sanitaire? Enfin, plutôt la mixité, vous voulez dire? Oui, la mixité, pardon. Voilà, oui, parce que même en Gironde, hein, c'est la mixité qu'ils ont expérimenté. En fait, c'est parce qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on fait porter aussi aux filles, c'est de ne pas prendre en compte qu'elles ont leurs règles, ce qui est quand même quelque chose qui est totalement naturel, hein. D'ailleurs, je rappelle que les règles, elles peuvent arriver de manière précoce aussi, et c'est le cas. Aujourd'hui, les études le montrent, hein, donc déjà en élémentaire. Donc déjà, respecter leur intimité, c'est leur permettre d'avoir des
poubelles dans les toilettes, vous voyez, c'est quand même le premier niveau de décence, j'allais dire, pour les toilettes des filles, et que les témoignages, en fait, puisque nous, on évalue aujourd'hui les dispositifs de toilettes mixtes dans les collèges neufs en Gironde, et que les premiers témoignages des filles, c'est justement qu'a été levé le tabou des règles vis-à-vis des garçons, parce que là aussi, c'est toute une idée, toute une histoire, les règles des filles, bon voilà, ça n'a rien que de normal et de naturel, et partager, encore une fois, quand vous êtes dans votre intimité à la maison, la question des poubelles dans les toilettes, la question des règles de la fratrie, de la sœur, de la mère, etc., elles sont aussi là, quoi. Je veux dire, c'est quand même une construction sociétale d'invisibiliser les règles des filles. Et elles, ça ne les gêne pas, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'elles aient les dispositifs. On expérimente aussi des distributeurs de protection hygiénique. Il n'y a rien que de plus naturel que d'avoir les règles. Les règles, ça ne se prévoit pas tant que ça à l'avance. On ne sait pas quand ça va nous arriver. Donc, toute cette question que vous avez abordée aussi, madame, de la possibilité d'aller aux toilettes, de la possibilité de trouver ce qu'il faut au moment où ça vous arrive, c'est quelque chose qui relève du bon sens, encore une fois. Elles, ça ne les dérange pas? Vous parlez des filles qui ont répondu à votre étude? Oui, mais même dans le reportage que vous avez vu, ni elles, ni les garçons. On parle énormément de l'intimité des filles, mais il y a l'intimité des garçons aussi. On parlait des urinoirs. Évidemment, c'est très important pour les garçons de recouvrer aussi une intimité quand ils en ont besoin. En tout cas, c'est un besoin assez naturel. Alors effectivement, l'urinoir, j'allais dire c'est vieux comme le monde, ou en tout cas c'est quelque chose auquel on s'est habitué comme fonctionnement, mais on sait qu'il y a un certain nombre de garçons que ça dérange, et historiquement, il y a toujours eu des garçons qui ont attendu que les blocs sanitaires se libèrent et qui n'utilisaient pas les urinoirs, et donc c'est un vrai besoin pour les garçons. Et je ne parle pas des enfants qui ont des difficultés de genre et qui se cherchent quand ils sont petits, et pour qui c'est compliqué d'avoir à choisir s'ils prennent la porte de gauche ou la porte de droite, ou qui sont particulièrement gênés sur ces questions-là face à un urinoir. Donc là, par exemple, les toilettes mixtes, ça pourrait justement permettre de ne pas, entre guillemets, stigmatiser le genre, ce qui sont les termes employés par certaines associations. Tout à fait. Et pour revenir sur la question des règles, sur le fait de normaliser le fait que les garçons connaissent l'existence des règles et que ce ne soit pas un sujet et pas un problème, ça participe aussi de leur éducation, y compris à la sexualité ou à la relation à leurs futures petites copines quand ils seront à l'adolescence, qu'ils auront leurs premières expériences sexuelles. Cette question des règles, ce ne sera plus un sujet compliqué et tabou si depuis tout petit ils ont vécu avec, et que c'est la vie, c'est normal, et il n'y a pas de sujet. Oui, non, bien sûr, évidemment, c'est pas facile à vivre effectivement pour certaines jeunes filles, mais c'est un sujet pour les garçons aussi, bien entendu. On parle d'intimité, il y a aussi évidemment ce problème que vous avez évoqué, Isabelle Berraille, qui est le problème des toilettes qui ne sont pas effectivement totalement fermées, ni au-dessus ni en dessous, et qui, bien entendu, pose la question de l'intimité. C'est bien, c'est pas bien? Est-ce que c'est sécuritaire? Pourquoi on a choisi ça? Alors, historiquement, je ne saurais pas dire pourquoi on a choisi ça, mais c'est vrai que moi, j'ai fait toute ma scolarité avec des portes pas pleine hauteur. J'imagine qu'on peut se dire que si un enfant fait une bêtise dans les toilettes, ce sera plus facile d'aller le récupérer ou d'aller le chercher. Pour autant, il est clair que ça pose la question des yeux qui se baladent au-dessus et en dessous, encore plus maintenant avec les portables que tout le monde a et qui donc permettent de filmer, là encore au-dessus et en dessous. Et en tout état de cause, c'est clair que quand on ne peut pas fermer complètement, il y a des questions aussi de bruit, il y a des questions pour être tranquille aux toilettes, clairement, nous adultes, on ne vit pas très bien. C'est quand même devenu assez rare finalement, les portes pas pleine hauteur, même dans les stations-service. Vous soulevez une question que je me suis souvent posée, effectivement, c'est pourquoi imposer à des enfants ce que nous ne supporterions pas, nous, adultes? Edith Marouet-Jules, vous avez une réponse à cela? Non, posé comme ça, non, mais je suppose que, voilà, encore une fois, il y a des solutions techniques. Je pense que c'est parce que, honnêtement, moi, depuis 15 ans que je fais ce travail, les sanitaires pour la question des architectes, des techniciens, etc., de l'espace, en plus, ils ont beaucoup de travaux à faire dessus, parce qu'il faut savoir que des blocs neufs, notamment au collège, des sanitaires des garçons, ils sont détruits au bout de 2 ans. Donc, il y a véritablement la mise en scène aussi de la force physique et de la
force des garçons dans l'entre-soi et du côté des filles aussi. Les harcèlements se font sur le corps, sur la question de s'approcher du miroir, etc. C'est quand même une société qui instaure aussi des stéréotypes et des rites de passage à travers les toilettes au collège et que on n'a pas tout simplement pas entendu ou parce qu'on avait fait les toilettes non mixtes, on s'est dit on est confronté à aucun problème, alors que c'est un problème qui est récurrent, qui est produit de chaque génération d'enfants à l'entrée au CP, parce qu'on parle en plus de la non-mixité chez des petits. Donc, ce qui est véritablement une construction sociale. Peut-être qu'au collège, on peut l'interroger, mais si en CP, quand même, ça pose beaucoup de questions, le message de la non-mixité entre les filles et les garçons. Donc, je pense que c'est ça aussi la raison, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas entendu ça. On voit bien que ce sujet en fait évidemment soulève plusieurs problèmes, en tout cas questions. Évidemment, à chaque fois que l'on parle à la fois intimité, hygiène, on revient à la question de la sécurité. À une époque où le harcèlement est un véritable fléau, est-ce qu'on doit maintenir pour des questions de sécurité, toujours pareil, la séparation entre filles et garçons? Autrement dit, est-ce que des toilettes non mixtes ou mixtes protégeraient, dans un cas comme dans l'autre, des agressions? Question, Isabelle Béraille. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on sait que cette question de harcèlement, elle est quand même très souvent de filles vis-à-vis de filles et de garçons vis-à-vis de garçons. Et donc cette idée de mixité, de mélanger les genres, c'est aussi ne pas laisser des espaces fermés dans lesquels les garçons se retrouvent entre eux pour se harceler entre eux et symétriquement pour les filles. Ce mélange, il a aussi un côté très apaisant parce que d'une certaine manière, à cet âge-là, comme plus tard en collège et en lycée, on se tient un peu mieux quand il y a filles-garçons mélangées. Comme en entreprise, c'est pareil. Et cette séparation filles-garçons, on évoquait les tout petits, les maternelles. Les maternelles, eux, dans leur tête, ils se séparent pas filles-garçons. Ils sont très copains avec une fille ou très copains avec un garçon, sans se poser la question du genre, y compris quand vous évoquiez tout à l'heure le fait d'emmener les filles d'abord, les garçons après. C'est-à-dire que c'est l'institution qui fait cette séparation que les enfants naturellement ne font pas. Edith Marie-Jules, est-ce que vous êtes du même avis qu'Isabelle Béraille à ce sujet? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça veut dire qu'on condamne tous les garçons à être un potentiel danger pour les filles et toutes les filles à être potentiellement en danger avec des garçons quand même. Ce qui sociétalement construit à la fois la question de la vulnérabilité sociale des filles dès l'enfance, dès 6 ans, et qui construit une forme d'agression légitime ou potentielle chez les garçons dès 6 ans. C'est extrêmement problématique. C'est-à-dire Oui, non, mais pardon, j'allais dire, excusez-moi, alors que les agressions, finalement, entre elles, elles peuvent se faire entre filles, finalement. Filles avec des filles et garçons avec des garçons. Alors, déjà, ça ne traite pas le problème de l'agression, d'accord, en tant que tel. Effectivement, le mode d'agression fille-fille, garçon-garçon, qui se joue aussi sur la question des agressions des garçons sur les filles. On est sur les mêmes modèles, c'est-à-dire sexisme, homophobie, etc. Enfin, c'est aussi des modes d'agression qui sont spécifiques sur le corps des filles et sur le corps des garçons. Donc ça pose cette question-là, c'est-à-dire, ça masque aussi le vrai problème, encore une fois, qui est que pourquoi il y a des agressions aux toilettes? Parce que c'est un lieu d'impunité. C'est-à-dire où on ne peut pas punir. Donc, ce qu'il faut réhabiliter, c'est que c'est un lieu dans lequel on peut projeter le regard, punir, s'il se passe quelque chose, et c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, c'est des réponses en termes d'aménagement, d'accord? Et pardon de vous couper, mais c'est comme on a le temps presse, c'est ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement qu'il n'y ait plus cette impunité, notamment dans les toilettes, ce qui est le cas aussi pour les couloirs d'école et autres, où on voit beaucoup de harcèlement. Mais en l'occurrence là, dans les sanitaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait plus ce problème d'impunité? Vous garantissez l'intimité dans la cabine avec des portes hautes, c'est-à-dire l'expérience, quand vous allez aux toilettes, vous êtes protégé de votre corps, du regard, etc., ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, vous ouvrez largement le bloc au regard depuis la cour, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire que c'est pareil.
D'accord. Vous avez les mêmes points de vue, les mêmes... C'est rendre les toilettes, c'est transformer les toilettes dans un espace normal dans lequel on va et dans lequel on vit au même titre que la classe, le CDI, la cantine. On va aux toilettes et ce n'est pas un espace complètement fermé, effectivement. On voit ce qui se passe en dehors de la cabine même, depuis l'extérieur, et c'est le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas ce sentiment d'impunité, de zone de non-droit, parce qu'à l'inverse, il n'est évidemment pas question d'y mettre des caméras de vidéosurveillance. Merci beaucoup d'avoir été toutes les deux sur cette émission sur le Grand JT de l'Éducation. Isabelle Berraille, vous êtes administratrice à la FCPE Paris, et Edith Marvin-Jules, sociologue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Lise Gachet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ainsi que Claire Berger. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes les cofondatrices de Révéléo, un programme destiné aux enfants pour les aider à prendre confiance en eux. Quel beau programme déjà. Concrètement, quelle est la méthode et comment ça a débuté? Pourquoi avoir repensé à ça? Alors en fait, ça a débuté, moi j'ai rencontré des défis avec mes enfants autour de la confiance, de la gestion des émotions, et donc j'ai cherché des outils pour les aider, et j'ai pas trouvé d'outils qui soient ludiques, qui nous correspondaient, donc je me suis dit, s'ils n'existent pas, eh bien je vais les créer. Donc on a fait des ateliers en famille pendant 1 an, avec l'objectif, on a écrit un livre qu'on a mis sous le sapin de Noël en surprise, et c'est là que Claire le découvre. C'est ça. Et moi, je découvre déjà leur aventure que je trouve géniale en tant que maman. Mais à ce moment-là, je suis instite et je me dis, mais ça, dans les écoles, ce serait vraiment génial. Il n'existe pas d'outils comme ça, créés clé en main. Et je me dis, pour les enfants, ce serait super, mais pour les instites, il y a des fois où je me sentais un peu frustrée de ne pas pouvoir être là pour chacun, j'ose le dire. Et là, je me dis, mais ça, ce serait trop bien. Ce qui est génial, Lise, c'est qu'en fait, vous êtes donc maman, seule chez vous, et vous pensez à ces ateliers-là. Donc, comment vous avez l'idée de tel atelier, l'idée de penser le projet ? En fait, j'ai la chance de faire un super voyage au Mexique et je regarde ma liste de souhaits, la bucket list, et donc je coche et je me dis waouh, j'ai la chance d'avoir réalisé pas mal de rêves, et en même temps, je vois tout un tas de rêves auxquels j'ai renoncé, j'ai repoussé, et donc j'analyse un petit peu ça en me disant mais qu'est-ce qui a fait que parfois je suis allée au bout de mon rêve et que parfois j'ai laissé tomber. Et là, il y a un certain nombre d'étapes qui reviennent systématiquement, et je me dis, OK, il y a comme un squelette, des étapes importantes. Et donc, je vais décomposer ça et je vais faire des ateliers sur ces thématiques avec mes enfants. Donc, la première étape, c'est apprendre à se connaître, c'est savoir qui l'on est pour savoir ce que l'on veut vraiment, parce que le moteur, c'est l'envie. La deuxième étape, c'est oser se lancer. Une fois qu'on sait ce qu'on veut vraiment, on a envie de faire ce saut dans le vide ou ce premier petit pas. Donc là, on est plus sur la confiance, les croyances limitantes, se faire un objectif. Même avec un enfant de 7 ans, ça marche très bien. Et puis, une fois qu'on est lancé, le chemin est pavé d'obstacles. Donc, comment faire pour surmonter les obstacles? La gestion des émotions, la psychologie positive, le droit à l'erreur et le perfectionnisme. Et c'est comme ça que naît la méthode, en fait. Autant d'ateliers qui fonctionnent, vous l'avez dit, vous étiez instite avant, donc autant d'ateliers qui fonctionnent aussi pour les enfants de 3 à 10 ans? Oui, alors ce serait plus à partir du CP, donc 6 ans. On a adapté parce qu'on sait que avec 2 enfants et avec 25 en classe, c'est pas du tout la même façon de le mettre en place. 25 dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, on est d'accord. Oui. Voilà. La moyenne, c'est 24, mais on rencontre des classes où vraiment on est sur du 28, 29, voire 30. Donc là, c'est très difficile d'être là pour chacun, donc on s'est adapté et on a fait en sorte que ce soit fun et ludique aussi. Donc on a amené aussi un nouvel univers qui était lié à des personnages pour que ça reste... en gros, c'est se prendre au sérieux sans se prendre au sérieux. Apprendre à se connaître, c'est vraiment, on a l'impression que c'est le boulot d'une vie, n'est-ce pas, Loïc? Tout à fait. Mais est-ce que vous, enfant, ça vous aurait motivé, ça vous aurait plu d'avoir ce type de programme à l'école? Beaucoup, ça m'aurait plu, mais en fait, en vieillissant, je me demande si à force de vouloir que nos enfants aient confiance en eux, il n'y a pas l'autre versant, c'est-à-dire de leur mettre un peu trop de pression, parce que de plus en plus, on entend même pour nous, adultes, il faut avoir confiance en vous, ayez confiance en vous, oui, mais... on n'a pas confiance en nous tout le temps, à n'importe quel moment et sur tous les sujets. Et parfois, c'est pas grave aussi de ne pas avoir confiance en soi. Et je trouve que peut-être, alors vous allez m'expliquer ce que vous en pensez, mais mettre trop de pression en disant aux enfants, il faut que tu aies confiance, surtout t'inquiète pas, on va te donner les outils, peut-être parfois ça peut aussi dire, waouh, c'est un peu beaucoup pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait, l'idée c'est vraiment de...
on ne s'adresse pas aux enfants, on ne donne pas vraiment l'objectif final qui est tu dois avoir confiance. C'est plus, on va passer du bon temps ensemble, du temps de qualité dans notre bulle, en famille ou à l'école. Et puis on va jouer avec les personnages, on va répondre à des questions ensemble sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et finalement, les enfants, ils sont en demande. On voit bien à chaque fois qu'on doit faire une activité ou avant qu'on arrive en classe, les enfants nous réclament parce qu'en fait, ils voient juste cet aspect jeu et ce côté ludique. Et c'est là où tu disais, c'est sérieux sans se prendre au sérieux. Ils ne voient pas, en fait, cette autre partie. Mais finalement, les déclics se font. On voit, on a rencontré plus de 800 enfants en présentiel et maintenant, on est par le digital. Parce que l'idée, c'était de se dire, bon, comment on touche un enfant qui est à Paris, à Marseille ou en Belgique. Et on voit que les enfants, ils sont dans cette attente de s'amuser. Mais il y a ces déclics qui sont constatés par les enseignants et les parents qui nous font des retours en disant, mais c'est incroyable, en quelques séances, la transformation qu'il y a, quoi. Alors justement, un exemple d'activité qui pourrait être parlant? Alors déjà, se questionner sur ses goûts. Je sais que ça peut paraître anodin, se dire qu'est-ce que j'aime en dessert, qu'est-ce que j'aime en activité avec ma famille, qu'est-ce que j'aime faire seule. Et on se rend compte aussi qu'il y a des enfants qui donnent l'impression d'avoir confiance en eux, sauf qu'on fait tomber un peu le masque et justement ils se disent mais en fait, moi qu'est-ce que j'aime vraiment? Et des fois j'ai même, quand je suis chez papa ou quand je suis chez maman, parce qu'il y a des cas de figure qu'on rencontre, et là je dis mais non mais toi tout seul en fait, qui es-tu là? Et à l'instant T, il y a des enfants à qui on n'a jamais posé cette question. Sans aucune forme d'influence. C'est ça. Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment, toi? Si on enlève tout ton entourage, tes parents, tes amis, à qui tu as envie de plaire, parce que sinon tu as peur qu'ils ne soient pas tes amis, on enlève tous ces filtres. Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais même à un jeune de 20 ans, c'est compliqué de répondre. Alors, un enfant de 12 ans, je ne parle pas d'un enfant un peu plus innocent de 5-7 ans, mais un enfant de 12-13 ans, est-ce qu'il va réussir à vous répondre? En fait, il y a vraiment... C'est vraiment un parcours, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes pour qu'ils puissent vraiment laisser tomber les barrières au fil des séances. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'à 17 ans, on a envie de répondre au code du groupe. Et le sentiment d'appartenance, il est très fort. Donc ça demande quelques séances, mais au fur et à mesure, il baisse les armes. Et oui, ça se fait au fil de l'eau. Oui. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas surtout de se poser la question et non pas forcément de trouver une réponse? Déjà, c'est super, de se poser la question. Après, trouver une réponse. En plus, elle va évoluer, cette réponse, parce qu'à l'instant T, c'est là. Dans 2 semaines, ça peut être un autre dessert parce qu'ils le découvrent. Et c'est ça aussi qu'on essaye d'évoquer aux parents, c'est dire, faites-leur découvrir plein de choses pour qu'ils découvrent vraiment qui ils sont, eux. On parle souvent d'enfants, il y en a qui me disent, moi, mon activité, c'est le bowling. Parce qu'on fait ça toutes les semaines avec mes parents. Je dis, d'accord, mais... En fait, est-ce que c'est vraiment son activité préférée? S'il avait découvert autre chose, peut-être qu'il y aurait d'autres activités. Donc on amène aussi des conférences justement au niveau des parents pour les éveiller au fait qu'ils peuvent aussi faire des choix et essayer d'aller dans leur sens sans aller vers c'est l'enfant qui décide tout, on est d'accord, parce qu'il y a aussi cette limite. Mais c'est vraiment de se dire qui es-tu? Et après, les enfants, ils arrivent à la maison en disant « Et toi, maman, qui es-tu » Au repas, ça amène des conversations qui sont sympas pour justement mieux se connaître les uns les autres, la famille. Oui, les relations entre les êtres, parce que si on reprend votre exemple, par exemple, c'est aussi montrer à quel point l'enfant, non pas par le choix de l'activité, mais par le choix d'être entouré de ses parents et de sa famille, finalement, c'est une activité qu'il aime. Donc, c'est aussi cette symbiose et ce lien qui est créé et que vous mettez en lumière. Oui, exactement. Oui. Le digital, donc vous en parliez, donc il y a donc des cours en présentiel, enfin des ateliers en présentiel et le digital qui est possible. Comment ça marche concrètement? Alors concrètement, notre challenge, c'était de dire comment on fait pour remplacer l'animation dans la classe avec tout ce que ça comprend de proximité, de dynamisme. Donc, on a fait des vidéos d'animation qui sont à la Fred et Jamy, pendant lesquelles on s'adresse directement aux enfants. Donc vraiment, on vient parler près de la caméra. Oui, toi aussi, qui est au fond de la classe. Donc les enfants, c'est rigolo, même disent, elle nous voit vraiment. C'est pour dire à quel point on est rentré dans la classe. Donc, en fait, les enseignants vont se connecter, vont avoir accès à des vidéos en ligne qu'ils vont pouvoir projeter dans leur classe sur des vidéos très courtes. On a un univers qu'on a créé avec une dessinatrice qui s'appelle Aveline Stockart, qui est l'illustratrice des BD Elle, qui nous a créé 6 personnages. Et ces personnages co-animent avec nous les séances. Donc, ils parlent directement aux enfants, ils sont animés, ils leur posent des questions. Donc, c'est vraiment interactif. Donc, l'enseignant va se connecter, avoir accès aux vidéos et avoir accès aux différents outils. Il va avoir
avoir les vidéos en ligne, il va pouvoir imprimer les supports. L'idée, c'était ce qu'on a ressenti. On a interrogé une 50aine d'équipes enseignantes pour créer le programme. On a ressenti le besoin d'observer sa classe, de se laisser guider, de se laisser porter. Il y a beaucoup de temps passé sur les préparations de cours, ça grignote aussi sur le temps personnel. Donc c'était aussi de pouvoir à un moment s'en remettre à un programme et à des séances aussi, de pouvoir un peu se laisser guider, c'est le mot. Oui. Non, mais c'est très intéressant. Mais moi, je me dis quand même à un moment, laisser la parole à l'enfant, oui. Mais si par exemple l'enfant vous répond, moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer à Pokémon Go et de regarder des dessins animés. Est-ce que votre rôle aussi, c'est de recadrer ça en disant, écoute, oui, ok, c'est peut-être ce que tu aimes beaucoup faire aujourd'hui, mais c'est peut-être pas ce qui est bon pour toi. Est-ce que vous allez aussi dans une forme de frontalité avec l'enfant pour recadrer si toutefois vous estimez qu'il n'est pas dans un bon chemin? Est-ce que vous permettez ça ou pas du tout? Pas trop, parce que l'idée c'est de se dire à l'instant T, c'est ça qui te plaît. Mais après, on propose plein de thèmes pour que justement il puisse se dire là c'est ça, mais en lien avec la nature ce serait ça. Donc il y a tellement de thèmes qu'à un moment il va être obligé aussi de s'ouvrir à ce qu'il ne fait pas d'habitude. Et après, s'il est intéressé par ça aujourd'hui, c'est peut-être que ça montre un chemin. Peut-être que c'est une formation qui va arriver, des stages qui vont aller dans ce sens-là. C'est comme l'idée du voyage. On pense souvent à quelqu'un qui dit je voudrais faire le tour du monde dans les rêves. Parce qu'on aborde aussi vraiment les rêves à plus grande échelle. Eh bien, ça amène quoi? Ça amène le fait que peut-être il a envie d'exotisme, de prendre l'avion, d'aller dans un pays où c'est une nouvelle langue. Donc l'idée, c'est d'écouter et d'accompagner en allant, même si effectivement il aime Pokémon Go, c'est peut-être l'orienter vers les mangas, vers lui montrer comment on fait un dessin animé, lui montrer comment on code, etc. Donc, pour que l'enfant puisse se sentir libre de parler et de dire qui il est, il faut vraiment qu'il ressente aucune notion de jugement de notre part. Donc c'est vrai qu'on doit accueillir ce que dit l'enfant. Après, nous, on va forcément mettre l'accent sur d'autres activités qui vont ressortir, qui sont peut-être hors des écrans, c'est sûr. Mais je crois que l'idée, c'est pas en fait finalement d'éduquer un enfant, c'est au contraire d'aller vraiment chercher sa confiance. Donc peu importe ce qu'il aime, d'aller comprendre pourquoi il part dans ce sens-là. Et j'imagine aussi que cet accompagnement, il va se faire un peu plus tard pour les enfants plus grands et notamment pour la préparation grand oral, qui est quand même une étape importante de la vie des élèves. C'est vrai qu'on a pas mal de demandes sur des élèves un peu plus vieux. Donc oui, c'est un projet pour nous aussi. On est convaincus qu'à toutes les étapes de notre vie, on a besoin de savoir qui l'on est. Donc ce que vous disiez tout à l'heure, on doit leur apprendre cette méthode, cette mécanique. Nous, on a fait des virages à 180 degrés dans nos vies professionnelles parce qu'à un moment donné, on a arrêté de se poser cette question. Mais vous vous en posez d'autres, rassurez-moi. Oui, c'est pas fini. La philo continue. Oui, complètement. Ça va, donc voilà, ça viendra sur des âges un peu plus... Tout ce qui est orientation aussi, on voit que c'est dès le collège, mais c'est aussi au lycée. Mais l'orientation, plutôt que de dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est plus qui es-tu pour savoir vers quoi tu peux aller. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu aimes? Et bien voilà, on va finir sur ces belles questions-là, les questions essentielles qu'on doit tous se poser, jeunes et moins jeunes, parce que ça continue. Qui es-tu? Es-tu heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Eh oui, et vous aussi en régie, posez-vous la question. Merci beaucoup Lise Gachet, merci beaucoup Claire Berger d'avoir été avec nous. Vous êtes les cofondatrices de Révéléo, une méthode donc unique et vachement maligne, justement pour révéler le potentiel des enfants, leur confiance, si on tentait qu'on puisse avoir confiance pleinement en soi. Mais je crois que c'est possible grâce à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Place à Regard d'enfant. Cette semaine, nous les avons interrogés sur l'espace. Regardez. Moi, l'espace, c'est au-dessus du ciel. C'est un peu comme l'univers. La plus grande planète du système solaire est Jupiter. Il y a les planètes telluriques, donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a des planètes, je sais pas moi, j'ai jamais été. La gigantesque bombe qui a créé l'univers s'appelle le Big Bang. Et Pluton n'est plus considéré comme une planète, c'est une exoplanète. Je pense qu'il y a dans l'univers et l'espace au moins 3000 étoiles. La fusée européenne s'appelle Ariane. La Lune, c'est un satellite naturel. Est-ce que toi, t'aimerais aller dans l'espace? Non. Parce que je sais pas s'il y a un problème avec le casque et il n'y a plus d'air quand on est dans l'espace. J'aimerais aller dans l'espace, bien sûr, parce que je pourrais voir la Terre. Merci beaucoup. Allez, on retrouve tout de suite le chanteur Stanislas, finaliste de la Star Academy, qui est interrogé sur ses souvenirs d'écolier par Malika Ménard.
Bon, si tu es d'accord, on va attaquer la dernière partie de l'émission, Bien qui sûr. est vraiment consacrée à l'école. Bon, toi, ça fait pas si longtemps que ça que tu l'as quitté. Ouais, ça fait 5 ans. Ouais, 5-6 ans. Si tu pouvais changer quelque chose aujourd'hui dans l'école française, ça serait quoi? N'importe quoi, tout ce que tu veux. Moi, je pense qu'il faudrait, en tout cas pour moi, ça a été très bénéfique le fait que le sport soit beaucoup mis en avant et je pense que... Ouais, toi, tu avais une particularité avec Ouais, mais je pense réellement, et c'est ce qu'ils font à l'étranger, moi je me souviens d'avoir été d'un voyage scolaire où j'étais en Allemagne. Et en Allemagne, ils avaient cours le matin et des activités sportives l'après-midi. Et je trouve ça super parce que ça crée un lien avec les profs. Qui participent ou pas aux activités, ça crée un lien avec les élèves et en fait on est dans un autre cadre. Exactement. Et le moment où on doit travailler, on est plus sérieux puisqu'on ça y est, on s'est amusé, on a joué tous ensemble. Surtout pour toi qui est on s'est défoulé. Ouais, exactement. Et en fait, des problèmes de concentration que moi j'avais, je passais mon temps à gesticuler quand j'étais. Mais en fait, ça permet de canaliser et je trouve que c'est hyper important. Donc mettre les activités physiques, sportives plus en avant, je pense que ça serait un truc pas mal. Ou du moins d'avoir une autre façon de penser les choses et les journées. L'école de demain, pour toi, tu la vois comment? L'école de demain, je la vois comment? Je la vois avec déjà, je pense, des élèves, et ça, c'est ce que j'espère, plus respectueux vis-à-vis des gens qu'ils ont envers eux. Il y en a qui sont très respectueux, mais je pense que c'est quelque chose qui se perd. Il y a un truc qui se perd, il y a un manque de respect. L'éducation, en fait. Ouais, je ne sais pas si ça vient de l'éducation, mais on est dans une ère où les jeunes, aujourd'hui, veulent tout avoir très vite. Et toi aussi, tu as voulu. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup attendu. Je trouve qu'il y a des notions qui se perdent, la notion du travail, quoi. Exactement. Cette hargne de ne jamais lâcher. Et on met souvent en avant, c'est comme si on a un iceberg et qu'on met la belle partie, mais en fait, tout le dessous de l'iceberg, il est sous l'eau. Je voudrais qu'on parle plus de ça, en fait. Ouais, et en fait, juste leur expliquer qu'il n'y a rien sans rien. Mais après, je pense que c'est une question de génération aussi. Moi, je le vois... Non, mais... On dirait que tu étais non, mais avec toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai eu la chance d'être prof de danse. Et nous, à l'époque, quand moi, j'étais élève et que j'apprenais la danse, mais je lâchais rien. Et s'il fallait répéter 50 fois ce truc ou 3000 fois, je le faisais. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a des générations où, tant que ça vient pas, j'abandonne, je lâche. C'est que c'est pas fait pour moi. Tu parles de danse, plus d'accès à la musique et à l'art en général aussi, peut-être? Ouais, je pense aussi, puisque ce qu'on veut, c'est être famous. Et moi, je pense que c'est ma vision de la chose, travailler pour perdurer. Et souvent, on peut avoir tout très vite, mais le jour où ça retombe, ça redescend aussi vite que c'est arrivé. Donc le but, c'est moi, en tout cas, mon but, c'est de perdurer. Et je pense que d'avoir cette mentalité au niveau des jeunes, de leur dire perdure, travaille, prends le temps que ça faudra, mais le jour où ça arrivera, pour toi, tu seras très fier. On parle beaucoup de harcèlement à l'école. Est-ce que toi, tu en as été victime ou témoin? J'ai eu la chance d'avoir un grand frère. Donc au collège, je l'ai été rapidement embêté, on va dire. Harceler, c'est fort, c'est un mot très fort. Donc je ne veux pas dire harceler, mais on m'a embêté. Parce que j'avais les cheveux longs, parce que je dansais. Et en fait, je me suis pas laissé avoir. J'ai toujours eu, même si j'avais pas 15 000 potes, j'avais toujours 2 ou 3 potes qui étaient derrière moi. Et notamment ce fait de danser, on me disait souvent au collège, t'es la danseuse, t'es machin, c'est pas, tu vois. On te met un peu de côté. Ouais. Et le jour où je suis arrivé, que j'ai commencé à faire des figures de break, etc., là, tu sais, ils commencent à changer leur fusil d'épaule. Donc, il y a vraiment... mais je pense que c'est une question d'éducation, tout ce harcèlement, il faut oser parler surtout. Il faut oser parler quand on se fait harceler. Donc, tu en avais parlé à ton grand frère? J'en ai parlé à mon grand frère, il l'a vu. Je l'ai même dit à mes parents. Il y a un jeune, il m'embête. Et mon grand frère a été le voir le jour où ça s'est fait, quelques jours après. Et ça ne s'est plus jamais fait. Mais après, moi aussi, je me suis armé pour ne pas avoir peur de le dire. J'ai toujours parlé à mes parents. Et j'ai jamais eu peur de leur dire les choses, mais que ce soit des bêtises ou autres. Hein. Ouais. Je suis pas fumeur, mais le jour où j'ai voulu tester la cigarette, je leur ai dit. Parce que pour moi, si tu interdis quelque chose, dans tous les cas, un jour tu le feras. Parce que ce côté de l'interdit chez l'être humain, on a envie de le dépasser. C'est un peu. Il y a déjà beaucoup de maturité, de réflexion, même très jeune en fait. Ouais, je pense que c'est aussi mes parents qui m'ont aidé à réfléchir de cette façon et qui m'ont inculqué ces valeurs. Donc je les remercie. Et puis après, c'est des prises de conscience, c'est du recul, c'est du vécu.
et tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir Parce que c'est déjà reçu. la fin de l'émission. C'est trop vite. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika, merci Stanislas. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Ce numéro unique consacré à cette enquête de grande ampleur sur la façon dont les enfants deviennent finalement de véritables produits pour les big tech, certes, mais aussi la façon dont les technologies les consomment autant qu'on peut consommer les technologies marines, si je comprends bien. Ouais, c'était ça l'idée de ce numéro, c'était un peu de sortir de ce débat autour du temps d'écran pour aller voir vraiment ce qui se passait derrière les écrans et ce que faisaient les enfants sur les écrans, donc sur le web. Et donc d'explorer à la fois effectivement les mécanismes des plateformes qu'ils utilisent beaucoup, donc comme Roblox par exemple, qui est ce jeu en ligne où tout est marchand, où les enfants deviennent des petits vendeurs entrepreneurs. De parler évidemment un peu de l'effet sur la santé mentale de TikTok notamment, parce qu'il y a beaucoup de procès en ce moment aux États-Unis de parents d'enfants qui s'opposent en fait aux plateformes en disant qu'ils sont responsables de suicide de leurs enfants. C'est aussi le cas de l'INSEE en France d'ailleurs. Absolument. Et de voir aussi, tous les différentes facettes de ce sujet. Il y a aussi le sujet des enfants qui surexposent leurs enfants sur Instagram. Donc ça, des parents qui surexposent leurs enfants sur Instagram. Que pour l'enfant, il n'y a pas de, et je mets volontairement les guillemets, de petits traumatismes. Oui, il n'y a pas de petits traumatismes, ça c'est vraiment important parce qu'on a souvent tendance en tant qu'adulte à s'imaginer que les petits, les bébés, les enfants qui ne parlent pas, ne sont pas touchés par un événement traumatique. On l'a vu à Annecy avec des gens qui disaient que l'enfant poignardé de 22 mois allait oublier. On sait très bien, malheureusement, qu'un petit enfant est doublement impacté. Premièrement, parce qu'il ne perçoit pas les choses comme nous, il ne comprend pas. Et surtout parce qu'il voit son monde, ses croyances dans des adultes sécurisants s'effondrer. Donc, à tous les âges de la vie, un événement traumatique, la confrontation à la mort, peut blesser psychiquement. La particularité, c'est que la blessure psychique, elle est invisible, elle ne se voit pas. Et l'autre particularité, c'est l'expressivité dans le temps. C'est qu'on peut avoir été blessé psychiquement en 2023 et avoir des troubles 4, 5, 6 ans, 7 ans plus tard. Et ça, c'est compliqué pour les adultes et pour les professionnels, les professeurs en particulier. On va évidemment en reparler. Premier point, donc pas de petits traumatismes. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'ardoise magique dans la vraie vie. D'une manière ou d'une autre, il va falloir s'en occuper quand on est un adulte et qu'on a charge d'âme. Oui, ça serait super de pouvoir se dire on efface tout et puis les bisounours. Non, un trauma ne se répare pas. La blessure psychique, le trauma ne se répare pas. Elle s'apprivoise. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais ça prend du temps. C'est pas en 2-3 séances. Ça prend du temps. Il faut s'adapter à chaque enfant. Il ne faut pas forcer à la parole. Il y en a qui vont avoir besoin de parler tout de suite, d'autres plus tard. Il faut décrypter les troubles parce qu'un enfant ne va pas manifester sa détresse comme un plus grand. Il y a beaucoup d'enfants qui se mettent en retrait, qui sont très calmes, très silencieux et qui sont très inquiétants. D'autres qui deviennent complètement ingérables, on va dire capricieux, agressifs, alors qu'ils sont uniquement en train d'exprimer leur anxiété. Donc ils n'ont pas la même façon que nous de s'exprimer. Il faut apprendre à le décrypter. Elle est née comment, cette association, et vous êtes partie de quelle idée? Qu'est-ce qui vous a animé? On était très intéressés pour des raisons familiales par l'Éthiopie. Et donc, en 2001, nous sommes allés faire un voyage et nous avons un peu visité Addis Abeba. Et là, nous avons visité une école, donc dans la capitale, un quartier pauvre. Il y avait 150 enfants dans une classe pour une seule enseignante qui avait à peine 20 ans. Voilà, ça nous a bouleversés. Et alors, cette enseignante enseignait à 2 niveaux différents. Il y avait la moitié des élèves qui étaient tournés vers la droite, si on veut, l'autre moitié vers la gauche. Et puis, alternativement... Elle passait de l'un à l'autre, sans cahier, sans crayon, sans livre, sans papier. Tout était oral. Tout était oral. Une héroïne, quoi. Bref, elle arrive à gérer 150 enfants, elle passe de l'un à l'autre, à 2 niveaux différents. C'est juste surhumain. Et en plus, c'est tous les jours. Ce voyage, à coup sûr, Jean-Louis vous a marqué. Comment, si je puis dire, vous avez transformé ensuite l'essai en créant cette association? Ça s'est fait assez rapidement après? On n'a pas voulu créer d'association. Disons qu'on a été contacté
indirectement par une jeune éthiopienne enseignante qui était amie d'une Française qui vivait là-bas. Et notre amie française nous a mis en relation avec cette jeune enseignante qui, à l'époque, devait avoir un peu plus de 20 ans. Hein. Et elle nous a dit qu'elle enseignait dans la rue après son travail. Elle était enseignante, elle enseignait après son travail pour les enfants de la rue. Voilà. Ça se passait dans une ville à 350 km au sud-ouest d'Addis Abeba. Une ville qu'on appelle... Elisabeth, quelles sont les missions aujourd'hui de Soleil d'Éthiopie? Avant tout, cette association a été créée justement pour aider cette institutrice à scolariser les enfants. Donc, nous avions décidé d'ouvrir un petit jardin d'enfants, puisque ça n'existait pas du tout dans cette ville. Un petit jardin d'enfants qui accueillait les enfants de 3-6 ans. Et nous sommes partis avec 30 enfants. Une question sur l'âge des enfants. Vous parlez par exemple de la mort, la peur que les parents... Est-ce qu'on va en parler de la même façon? Et je connais la réponse en vous posant la question parce que je vous ai lu, mais avant 8-9 ans, après 8-9 ans? Non, on en parlera, vous avez bien lu. Il y a une charnière, ouais, j'ai lu. Il y a une charnière, c'est-à-dire qu'un enfant avant 8-9 ans, son cerveau, il n'est pas constitué comme l'adulte, il ne se représente pas le temps pareil. Donc avant 8-9 ans, le côté irréversible, universel, et qui ne s'attrape pas, c'est pas acquis. C'est-à-dire on ne va pas mourir tous. Quand on est mort, ou un bisou de la princesse Harry Potter qui arrive par là, je suis plus mort. Ou alors si papa... Oui, ça va pas de dire ça devant Emma, vous voulez me la déprimer? Voilà, me faites pas des plans comme ça. Côté magique, elle a dépassé 9 ans quand même un petit peu. Bah, pas depuis longtemps. Pas depuis longtemps. Hier, 9 plus hier. Et pour un tout petit, la mort, ça s'attrape. Donc, quand un enseignant pense bien faire, va dans la classe en disant que le papa du petit Gaston est mort, il faut être gentil avec Gaston, il va terroriser toute la classe en se disant que si le papa de Gaston, qui était le copain de mon papa, est mort, mon papa va mourir. Ouais, c'est ça. Donc, parce que l'angoisse des enfants à cet âge-là, enfin, la façon dont ils l'expriment, c'est une angoisse d'abandon. Oui. C'est ça que c'est. Massivement, c'est ça. Massif, voilà. Et la mort comme on la comprend quand on est plus âgé. Ils n'ont pas cette compréhension-là. Dans les points essentiels, vous dites qu'il faut répondre aux questions de l'enfant, quitte à répondre entre guillemets à côté, ou à dire qu'on n'a pas toutes les réponses. Ce qui est très important, ce que vous expliquez, c'est que l'enfant, il a toujours, lui, une idée derrière la tête. C'est-à-dire que lui, il a une réponse. Il n'y a pas de question gratuite, en fait. Qu'on garde toujours ça en tête. S'il me pose une question, il a déjà fait une théorie. Alors, des fois, s'il y a des années-lumière. Donc, si je réponds du tac au tac, parce que je suis parent quand même, ou je suis prof, il faut que je montre que j'assure et que je réponds, j'ai de fortes chances de tomber à côté. Donc, il vaut mieux un petit peu ruser, reformuler. Ta question, elle est importante, sous-entendu, t'es important. Je vais essayer de te répondre au mieux. Ça vous laisse 2 secondes pour essayer de réfléchir. Qu'est-ce que toi, tu penses ? Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Qu'est-ce que tu as entendu? Ou qu'est-ce que tu as vu à la télé? Ils sont face à des images, etc. À l'école, ils entendent des choses. Et à partir de sa compréhension de cette... On y va. Elisabeth, elle ressemble à quoi justement votre école modèle? École modèle, c'est ce que disent les autorités là-bas. Disons qu'on a des bâtiments quand même. On a des tables et des chaises, ce qu'il n'y a pas dans toutes les écoles. On a des toilettes, il n'y en a pas dans toutes les écoles. Et puis, nous avons quand même des enseignants qui sont relativement bien formés, avec des exigences. Et puis aussi, les enfants sont scolarisés toute la journée. En Éthiopie, en général, c'est à mi-temps. Donc, et on veille aussi à peu près, on essaie d'avoir... Alors, elle est ouverte aux enfants les plus pauvres de la ville. Et ce sont les autorités locales qui nous envoient les enfants. Donc, on ne les choisit pas. On regarde les photos que vous nous avez envoyées, Elisabeth et Jean-Louis. Il y a un uniforme dans votre école? Comme partout en Éthiopie, on ne va pas à l'école sans son uniforme. Heureusement, d'ailleurs. Je n'ai pas commencé aujourd'hui, commencez par ça, effectivement. Il y a un uniforme obligatoire en Éthiopie. Voilà. Et un uniforme coûte à peu près le salaire d'un... Disons que les parents de nos enfants sont ce qu'on appelle des travailleurs à la journée. Donc, le salaire d'un travailleur à la journée, il faut travailler 1 mois à peu près pour acheter un uniforme. Vous comprenez qu'avec ça, les enfants ne vont pas à l'école. Bien sûr. L'uniforme est un moyen aussi pour cacher la misère, parce que certains enfants viendraient avec les habits qu'ils ont tous les jours, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Et puis c'est un moyen pour cacher les différences sociales aussi. Il y a notamment énormément de pièces de régulation qui sont en train d'être élaborées par plusieurs gouvernements pour renforcer la sécurité des mineurs en ligne, notamment sur ces questions-là de prédation.
Marine disait une phrase qui était très importante, ces enfants, ils font confiance aux plateformes pour pouvoir les accompagner dans la sécurisation de leur image en ligne. C'est si vrai que ça, Serge? On peut faire confiance à ces plateformes? On ne peut pas faire confiance à ces plateformes. Elles ne sont pas conçues pour nous servir. Elles sont conçues pour apporter de l'argent à leurs actionnaires, à ceux qui les ont conçues. Il ne faut pas être naïf. Hein. Elles ont été créées par des utopistes d'abord, et puis elles ont été très vite détournées par des marchands. On l'a bien vu avec Facebook. Moi, je fais partie des gens qui, au début de Facebook, trouvaient que c'est très bien, puis très vite, on s'est mis quand même à se dire, mais ça évolue drôlement, quoi. Voilà. Puis maintenant, on voit ce que c'est. Donc, non, on ne peut pas faire confiance à ces plateformes. Mais si vous voulez, le problème, c'est que les enfants, eux, comme ils voient des adultes qui y vont, voilà, ils ont l'impression que finalement, c'est un chemin normal pour grandir. On va sur les plateformes comme on a envie de passer, comme on avait envie dans le temps de passer son permis de conduire. Voilà, c'est une manière de grandir. Et donc, du coup, ils y vont de plus en plus tôt parce qu'ils ont l'impression que c'est une sorte de rituel de passage. Si tu n'es pas allé sur une plateforme, si tu n'as pas montré un nude, c'est que tu n'as pas encore grandi, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut casser. Il faut faire une information très tôt, hein, très tôt. Et ça, hélas, hein, l'institution scolaire qui serait en principe la mieux placée, bien mieux placée que des associations comme la nôtre, 3692, l'institution scolaire qui touche tous les enfants, malheureusement, traîne les pieds pour le mettre en place. Et c'est vraiment dommage parce que dès la maternelle, dès l'élémentaire, on pourrait déjà commencer à parler de tout ça et puis répondre aux questions des enfants parce qu'ils en ont des questions. Et il ne s'agit pas de leur faire la leçon, hein, il y a bien trop de leçons qui sont faites dans le cadre de l'institution scolaire. Non, être disponible à leurs questions. Et là, si vous voulez, il se passerait ce qui s'est passé pour la sexualité il y a très longtemps, c'est-à-dire que les enfants un peu plus avancés que les autres, qui connaissent un peu mieux les choses, qui bénéficient d'un milieu social, souvent de statut plus élevé, mais surtout plus attentif, plus curieux de l'attitude de leurs enfants, plus informatif pour les enfants. Ces enfants mieux informés que les autres informaient leurs camarades. Si vous voulez, l'idée, c'est de penser qu'il faudrait que l'enseignant sache tout et comprenne tout pour commencer à parler avec les enfants. Non, il y a aussi une dynamique des enfants qui fait que ceux qui connaissent un peu, ou les grands, on peut faire venir des grands de seconde, voilà, et ils expliqueront à des sixièmes. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à créer, vous voyez. C'est un système collaboratif autour de l'enseignement du numérique, et pas vouloir caler l'enseignement numérique sur les mathématiques, la physique, la géographie, un enseignant qui connaît tout, qui explique aux enfants. Il faut créer une nouvelle culture collaborative, c'est le seul moyen de résoudre la question. C'est la fin de ce grand JT. Nous étions ravis avec Loïc de vous proposer cette édition. Pour la revoir, évidemment, schooltv.com pour tous les replays que vous pouvez retrouver depuis 1 an et demi. Autant vous dire qu'il y en a quelques-uns et des émissions fort intéressantes. Canal 247 sur les Freebox, canal 217 sur les box Orange. Et merci à toute l'équipe de School aujourd'hui. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. La réalisation, c'est Ulysse Touret. Le maquillage, Laure Audemont et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.